Bonjour à tous, merci de m'accueillir à Nantes. Effectivement, nous on est bordelais. Et quand l'organisateur m'a appelé pour nous demander de raconter notre histoire, c'est une histoire qui est déjà assez longue, ça fait 3 ans qu'on est lancé. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Est-ce qu'on résume l'histoire d'une start-up en 20 minutes? Probablement pas. Sur quoi il faut s'arrêter? J'avais vraiment beaucoup de problèmes avec ça. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être faire quelque chose de différent. J'allais vous raconter la vraie histoire. Parce que finalement, quand on a une start-up, vous le savez certainement, on raconte plein de choses. Certaines des choses sont un peu enjolivées, certaines sont généralement pas trop fausses, mais en tout cas, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes et donc de montrer ce qui est le mieux. Et en réalité, quand on est dans une boîte et qu'on voit tous les autres qui ont du succès ou qui arrivent, on se dit pourquoi est-ce que nous, on a du mal? Donc j'ai décidé de vous raconter non pas la vraie histoire que vous pourrez lire dans la presse, dans nos tweets, sur notre Facebook ou sur ce que les autres racontent, mais la vraie histoire de ce qui s'est passé chez Zendoo, et donc toutes les erreurs qu'on a pu faire, et ce que vous allez probablement faire un jour ou l'autre si c'est votre première société. Et essayer de vous donner quelques clés sur la façon d'y remédier. Mais avant, je vais vous présenter Azendoo en deux mots. Donc Azendoo, c'est une société bordelaise. Nous sommes aujourd'hui 14. Et notre métier à nous consiste à essayer, un peu comme ce que racontait Trello tout à l'heure, de remettre un peu de magie dans le travail en équipe. On est face à des très gros concurrents américains. Voilà, on est sur un marché qui est énorme, qui est le marché de la collaboration. Et notre vision, c'est d'inventer le futur du travail. C'est d'essayer de trouver comment, dans le futur, les petites sociétés comme les vôtres peut-être, ou même les grandes sociétés, vont se réorganiser et travailler dans le futur. Donc on a travaillé pendant 1 an avant de lancer notre application il y a maintenant 2 ans et demi, puisqu'Azendoo a été lancé fin juillet 2012. Et voilà, on a réussi avec nos moyens à faire quelques petits succès, puisqu'on a maintenant 2 ans de vie sur Azendoo. On a des utilisateurs dans à peu près 160 pays. En fait, on ne les compte plus parce que ça n'a plus vraiment de sens. Ce qui a vraiment du sens pour nous, c'est d'avoir réussi à convaincre 300 000 utilisateurs à essayer notre plateforme. Bien sûr, ils ne sont pas tous utilisateurs actifs. Je ne vous apprends rien si vous faites une différence entre les utilisateurs actifs et les utilisateurs enregistrés. Néanmoins, on a vendu Azendoo maintenant, on a des utilisateurs premium dans plus de 70 pays. Ça nous donne un certain recul sur notre activité, sur la façon dont on a fait les choses, sur la façon dont on a financé notre projet. Et voilà, j'aimerais partager pendant ces quelques minutes avec vous pourquoi ça ne s'est pas toujours très bien passé et comment on a fait pour résoudre nos problèmes. Il ne faut pas oublier que, en réalité, quand vous lancez dans un projet, bien sûr, vous savez que tout ne va pas se passer comme prévu. Il faut savoir que vous faites beaucoup d'erreurs. Et ce n'est pas grave, puisqu'on apprend de nos erreurs. Ce qu'il faut juste, c'est de ne pas répéter ces erreurs et être relativement honnête avec soi-même quand on les fait. Donc, comme l'a dit Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je trouve que c'est une citation qui est très vraie. Et l'enthousiasme, c'est ce qu'on ne peut pas vous enlever et ce qu'il faut garder absolument tout au long de votre projet. Alors, on a fait beaucoup d'erreurs et j'ai quelques slides sur les nôtres. On n'a pas tout mis, mais bien évidemment, on aura un peu de temps à la fin de cette conf pour en discuter si vous le souhaitez. La première erreur qu'on a faite, ça a été de se faire piquer notre nom. Alors ça peut vous faire sourire. Un nom, c'est relativement dur à trouver. Vous mettez votre histoire dedans. C'est quelque chose qui va devoir résonner avec vos utilisateurs ou avec votre marché. Et donc, il faut déposer tout simplement le nom pour être sûr de l'avoir et de pouvoir l'exploiter ensuite, soit sur des domaines Internet, soit dans votre business. Et ben, nous, on était tellement heureux de l'avoir trouvé qu'on en a parlé, et on en a parlé une fois sur LinkedIn, avant d'aller à l'INPI déposer notre nom. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû passer 2 semaines avant d'aller déposer le nom, et une boîte allemande avait déjà déposé le nom sur une activité qui était donc connexe à la nôtre, et bizarrement nous a appelé 3 semaines après en disant « Bonjour, on a vu que vous souhaitiez déposer le nom qui à l'époque était Timento,
est-ce que vous voudriez exploiter la marque? On est prêt à la vendre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit non. Voilà. Et ça a été notre première erreur, tout simplement. Annoncer, parler de nous avant de s'être rassuré qu'on avait bien le nom déposé et qu'on pouvait l'exploiter. Retrouver un nom, c'est compliqué. Il faut se reprojeter, encore une fois, déjà retrouver un nom, se reprojeter dans ce nom, pouvoir l'exploiter. Donc, ce sont des routines qui sont relativement pénibles et je me souviens qu'on avait vraiment eu du mal à retrouver un deuxième nom qui est maintenant Azendoo. Je vous raconterai l'histoire si vous le souhaitez après au café. Mais voilà, sachez que c'est une erreur qu'on peut faire et que nous on a faite et essayer d'être un peu plus discipliné que nous sur ce genre de choses. La deuxième étape, la deuxième erreur, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est un conseil. Moi, Azendoo, c'est ma première société. C'est pas la première dans laquelle je travaille, mais c'est la première que j'ai fondée avec à l'époque 3 autres associés. Et c'est vraiment un cheminement, un challenge. C'est quelque chose qui est très compliqué de monter une boîte. Et donc, vous allez passer par des étapes qui peuvent être très, très enthousiasmantes ou très, très dures. Et donc, trouver les bons associés, c'est probablement une étape cruciale à ne pas louper. Bien évidemment, mais c'est facile de le dire, mais je pense que quand on le vit, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour vous. Parce que, comme je l'ai dit, tout ne va pas bien se passer, tout va pas être forcément, ça va pas être forcément une ligne droite, votre chemin, et vous allez passer par des moments très durs, toujours. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit si vous êtes aligné avec vos associés. Et être aligné, ça veut bien sûr vouloir dire avoir la même vision, être OK sur l'exécution de votre projet, qui est essentiel, mais ça peut aussi vouloir dire partager des joies, ça c'est génial, et des fois aussi partager des peines. Et quand on a des peines dans une société, ça peut vite avoir des conséquences, soit financières, soit humaines, parce qu'il y a des gens qui partent ou qui arrivent, il y a des implications généralement financières à ce qu'on fait. Et donc c'est important d'avoir vraiment le même état d'esprit tout au long du projet. Ce qui se dit, c'est que quand un projet échoue, dans une grande partie des cas, c'est parce que les cofondateurs se sont frités ou n'ont pas vraiment réussi à tenir la route. Nous, il y a un de nos fondateurs qui est parti, c'était notre CTO. Et donc on a dû composer quand il nous a dit qu'il partait parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent chez nous et qu'il fallait qu'il fasse vivre sa famille. On est restés bons copains, mais finalement on a réussi à trouver dans cette étape et dans cet événement une façon de se renouveler. C'est-à-dire qu'on a on s'est posé la question, est-ce qu'on recrute quelqu'un? Est-ce qu'on fait confiance à l'équipe qu'on avait par ailleurs? Et on a décidé de faire confiance à l'équipe et donc de faire monter en grade, ou en tout cas de promouvoir une personne qui était, de notre point de vue, la mieux à même de remplacer à la fois le CTO et aussi de faire évoluer la façon dont on design le produit, dont on allait le construire pour la suite. Donc ça nous a permis en fait de passer une étape humaine et d'équipe pour aller plus loin et pour changer la façon dont on allait faire les choses. Et ça a été bénéfique. Et donc finalement, ça n'a pas été un gros problème en soi, mais ça a été, on a su réagir par rapport à ça. Voilà, donc c'était le point sur, bien sûr, il faut garder ses fondateurs, mais savoir réagir si jamais ça se passe mal. Alors celui-là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, bien sûr, lever des fonds, c'est toujours une belle histoire. On a déjà levé des fonds une fois. En fait, on n'a pas eu trop de problèmes à lever les fonds la première fois. Assez rapidement, avant le lancement, on avait levé 700 000 €. La problématique, ce n'est pas de lever des fonds. Quand vous l'avez fait une fois, vous vous rendez compte que ce qui compte, certes, l'argent est important parce que ça va financer votre projet, mais ce qui compte, c'est de trouver les personnes avec lesquelles vous avez envie de partager ce projet. Un financier, c'est quelqu'un qui va être assis autour d'une table avec vous, à qui vous allez devoir faire du reporting, avec qui vous allez devoir discuter du projet. Et généralement, il prend une part relativement substantielle de votre projet, donc il a le droit de dire ce qu'il en pense. Et donc, lever des fonds, c'est bien. Trouvez surtout les financiers qui vous correspondent. On a toujours une approche très humble par rapport à ces gens-là, parce que c'est eux qui ont l'argent, donc c'est eux qui disent oui ou non. Mais en réalité, vous avez le droit de dire oui ou non. Vous avez le droit de refuser des financiers, parce que les impacts à plus long terme sont compliqués. Et nous, on est au moment maintenant où on lève un second round, et on s'est rendu compte que lever ce second round a été extrêmement compliqué, et rendu compliqué parce que les premiers investisseurs étaient totalement désalignés par rapport à ce qu'on cherchait.
Voilà, on a trouvé des gens qui étaient prêts à nous financer, mais qui ne comprenaient pas forcément bien notre projet. Et ça nous a posé problème après, et ça a vraiment été bloquant sur le second round. Le second round, vous y viendrez, vous êtes venus, vous avez donc compris, mais c'est quelque chose c'est plus compliqué que le premier. En tout cas, pour nous, ça a été plus compliqué de lever un second round que de lever un premier round. Voilà. Et bien sûr, après, votre cap table, qui est la façon dont vous structurez votre actionnariat, peut même être bloquant pour rentrer des investisseurs qui vous sollicitent. Nous, on était sollicités depuis les États-Unis, on était sollicités depuis l'Europe, mais on s'est rendu compte que ce qui bloquait, ce n'était pas le type, ce n'était pas le projet, ce n'était pas notre marché, c'était la façon dont notre actionnariat était structuré. Donc faites attention à ça et faites les choses simples. Ce qui va avec, c'est ce qu'on appelle un pacte d'associés, puisque quand vous faites rentrer des financiers, on va vous demander ce que chacun a le droit de faire ou pas, et comment s'orientent les droits, les priorités, les privilèges même. Et donc ça requiert un peu de temps et généralement un peu d'argent. Vous payez des avocats et des avocats qui vont discuter entre eux, parce que c'est le meilleur métier du monde, l'avocat. Il se crée son propre travail. Et quand ils sont plusieurs, ils ont bien compris le truc, ce qui fait que vous pouvez vite dépenser beaucoup d'argent. D'abord, ça vous défocus par rapport à votre vrai métier qui est de faire votre boîte et de la faire avancer. Et deuxièmement, ça va vous pomper du fric, ça va vous pomper un maximum de fric. Donc faites attention, si possible, de faire les choses simples. Et si on vous tire vers le fonds d'investissement qui rentre chez vous vous tire vers ce genre de pacte d'actionnaires qui vont être épais comme ça et sur lequel vous allez passer 6 mois, c'est probablement pas un bon actionnaire. C'est probablement pas quelqu'un qui va être là pour vous, qui va comprendre que votre métier, c'est pas de faire du légal, c'est pas d'essayer de payer, c'est pas de payer des avocats qui vont faire beaucoup de travail pour eux et qui, in fine, vont vous faire un truc qui, de toute façon, sera complètement inexploitable sur le round d'après. Donc faites attention de faire des choses très simples. C'est essentiel pour la survie de votre boîte. Alors celle-là, je l'aime bien parce que nous, on a fait effectivement l'erreur initiale de vouloir attaquer le marché de la collaboration au sens très large. On avait une idée qui était simple, qui était de trouver un produit qui correspondait à peu près à tous les cas d'usage. Aujourd'hui, ça se vérifie. On a des utilisateurs qui utilisent Zendoo dans leur vie personnelle pour gérer un mariage, gérer un voyage avec des potes, faire des choses très perso. Et puis, à l'autre bout, on a des sociétés du CAC 40 ou des grandes sociétés comme Nike, comme Coca-Cola aux États-Unis ou d'autres qui utilisent Zendoo pour du travail en équipe, autour de design, autour de finance, autour de RH, autour de problématiques marketing. Et en réalité, en faisant ça, on a beaucoup appris sur les usages de notre produit, donc on a pu l'améliorer. Mais on n'a jamais réussi à se focaliser sur notre marché cœur, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour nous de monétiser le produit plus en avant. On a une belle croissance, on fait 12% de croissance en moyenne l'année dernière par mois en revenus, mais c'est clairement pas assez, on devrait être au moins au double ou au triple de ça. Et donc ce qui est important, c'est de se trouver une niche. Je pense que la façon de le faire, c'est pas comme on l'a fait nous, c'est trouvez-vous une niche, même si cette niche est large, trouvez-vous un marché niche sur lequel vous allez itérer, sur lequel vous allez travailler votre produit, sur lequel vous allez l'améliorer. Et ensuite, si cette niche adopte le produit et le trouve bien, vous verrez que ça va s'étendre, ça va faire des petits, vous allez pouvoir déborder de votre marché et aller un peu au-delà. Nous, de par notre histoire, on a été assez rapidement adossés à des leaders du web tels que Evernote, Box et d'autres, Dropbox, Google, et ces gens-là ont une vue très large du marché parce qu'ils ont déjà des centaines de millions d'utilisateurs. Nous, ce n'était pas notre cas, mais on a fait l'erreur de les suivre sur cette stratégie et je pense que ça ne nous a pas servi en fait, sur notre go-to-market. Alors celle-là, elle est bien aussi, celle-là, elle est très bien, celle-ci. S'il y a quelque chose à retenir de cette presse, c'est clairement ça. En réalité, comme on a levé des fonds très vite, on a très vite eu des moyens. C'est-à-dire qu'on a assez peu été bootstrappé sur le projet Zendoo et on s'est dit, ok, c'est génial, maintenant on a de l'argent, il faut absolument dépenser cet argent pour acquérir des utilisateurs. Comme ça, on aura plein d'utilisateurs et comme ça, on va vite monétiser et comme ça, on va vite lever des fonds après pour aller encore plus loin. Bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent, ça, on a su le faire parce que c'est jamais très compliqué. Et on s'est vite rendu compte qu'on faisait de l'acquisition d'utilisateurs qui ne restaient pas dans notre produit. C'est souvent le cas quand vous avez un produit qui n'est pas prêt ou qui n'est pas ce qu'on appelle rétentionnaire.
Azendoo faisait l'affaire, enfin, on arrivait tout à fait à faire notre métier, mais il n'était pas suffisamment beau, il n'avait pas la stickiness requise pour se battre face à des gens comme à l'époque c'était Yammer ou Jive, maintenant c'est Trello, Slack et d'autres. On n'avait pas encore cette stickiness, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à retenir les gens. Et donc on avait beaucoup de dollars qui étaient dépensés en acquisition, soit sur de l'acquisition payante type AdWords. On a testé à peu près tout ce qui se faisait. On a testé de l'acquisition sur Twitter, sur Facebook. Tiens, d'ailleurs, Facebook, il y a un truc intéressant, c'est que nous, à l'époque, on n'était pas mobile. Enfin, on avait une application mobile, mais on ne pouvait pas faire du sign-up sur mobile. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que quand on dépensait des dollars chez Facebook pour faire de la pub, plus de 50% des gens voyaient notre pub sur mobile. Et donc, quand ils cliquaient sur un lien, on les envoyait sur l'application mobile, qui, elle, ne pouvait pas les enregistrer. Ce qui fait qu'on perdait la moitié de notre argent, juste comme ça. Tout bête, mais nous, on ne le savait pas. En tout cas, on s'en était pas rendu compte assez vite. Donc, faites attention de ne pas dépenser de l'argent trop vite sur de l'acquisition, parce que ce n'est pas forcément votre focus initial. Votre focus initial, quand vous démarrez votre projet, ça va être vraiment de valider que le produit est bon, qu'il garde les gens, qu'il apporte une vraie valeur. Et ensuite seulement, quand vous aurez la preuve que vous avez atteint ce qu'on appelle le product market fit, que le produit correspond à votre besoin et que les gens sont vraiment soit le recommandent énormément, soit veulent absolument rester dedans, là, vous pouvez commencer à dépenser de l'argent, puisque vous savez que cet argent-là va forcément être converti en activité et ensuite va être converti, si c'est bien fait, en utilisateur payant. Voilà. Donc, et ça deviendra un cycle vertueux. Donc attention à ne pas aller trop vite en besogne et surtout ne dépensez pas de l'argent pour des mauvaises raisons. Si vous dépensez de l'argent pour de l'acquisition, il faut que cette acquisition soit au service de votre utilisation et de vos utilisateurs et pas au service de vos fonds. Voilà. Alors, ensuite, j'entendais tout à l'heure le designer de Trello qui dit effectivement, nous, on a fait Trello pour nous et on l'utilise en interne. C'est effectivement notre cas aussi. Mais il y a un désavantage ou un inconvénient à ça, qui est que si vous allez devenir expert de votre produit, fatalement. Quand vous utilisez votre produit, vous devenez un expert. Et vous n'avez plus un œil neuf sur votre produit. Et ça, c'est un vrai problème parce que vous allez, sans le savoir, commencer à travailler pour des utilisateurs, pour des utilisations expertes de votre produit et pas pour des utilisations de nouvel arrivant. Et c'est juste radicalement différent. Il faut arriver tout le temps à se remettre dans les chaussures de quelqu'un qui arrive sur votre produit, parce que si ça se trouve, vous loupez une étape essentielle de l'acquisition et de l'adoption du produit, alors que vous êtes en train de faire des choses qui sont complètement expertes sur votre produit. Vous améliorez, vous faites des petits redesigns, ou vous ajoutez des features qui sont complètement en dehors de votre sujet initial. Quand vous allez chercher 1000 personnes, quand vous avez 1000 visites sur votre site, vous allez en convertir à peu près 200. Ces 200, il y en a à peu près 160 qui vont in fine arriver dans votre produit parce que la phase d'onboarding n'est pas forcément exceptionnelle. Sur ces 160, vous allez en avoir 80 qui reviennent le lendemain, 40 au bout d'une semaine et 20 au bout de 30 jours. Si vous travaillez pour les 20 qui reviennent au bout de 30 jours, c'est bien, mais vous loupez juste 980 personnes que vous auriez pu traiter différemment, et c'est là votre vrai focus. Donc faites attention, même si vous avez une traction marché, même si vous avez des utilisateurs payants, et même si vous avez des utilisateurs actifs par milliers ou par dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, n'oubliez pas de toujours vous reposer ces questions de l'adoption du produit et de l'entrée du produit et de ces gens qui viennent vous voir pour la première fois, parce que vous en aurez tout le temps, et c'est ça votre vrai challenge. Alors, on avait pendant 2 ans, pendant 1 an, au début, on avait travaillé avec des designers, des ergonomes qui n'étaient pas forcément, qui nous avaient pas rendu service. Et on avait tiré un enseignement qui était que finalement, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu faire le design de notre produit nous-mêmes? Notre équipe de dev était aussi assez aguerrie et assez intéressée par ces aspects-là. Donc on a, pendant 2 ans, travaillé sans designer. Et c'était une belle connerie. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas de designer, même si ces gens sont talentueux, leur métier, c'est de développer du produit, c'est pas de faire du design. Et ça nous a conduit à faire du produit et pas designer une expérience. Et ça, c'est juste, ça peut être mortel. Quand vous faites un produit sur le web, vous devez créer ce wow effect, vous devez créer cette empathie qui vient souvent du design et pas que des features. Donc,
ne développez pas des features, faites des expériences. Et pour faire des expériences, vous avez besoin de gens qui sont vraiment dédiés à ça. Encore une fois, ça peut paraître bateau de dire bah oui, bien sûr, il faut un designer. D'abord, il faut le bon designer, celui qui comprend l'UX et qui comprend l'ergonomie. Et nous, c'était notre problème. Hein. On designait une navigation, on ne designait pas de l'ergonomie. On designait des features, on ne designait pas une expérience. Et ça, faites très attention. On a nous, recruté un designer il y a maintenant 2 mois. Et en 2 mois, on a fait des progrès phénoménaux sur l'adoption, sur la compréhension du produit, sur la navigation dans le produit. On a lancé la semaine dernière un tout nouveau produit qui vérifie juste tout ça. C'est que vous pouvez refaire tout votre produit. Vos utilisateurs ne vous en vaudront pas, en tout cas pas forcément les plus intéressés. Et ça fait vraiment faire des très très grands pas à votre projet. Donc prenez un designer, pensez expérience first. C'est aussi pour ça que les Américains sont très bons. Ils sont souvent un petit peu en deçà au niveau des features, mais bien meilleurs sur la façon de penser les produits en termes d'ergonomie et d'appréhension du produit. Get Powerful Partners, ça a été aussi notre histoire a été portée par nos partenaires, puisque Azendoo, c'est une solution qui vous permet de gérer vos tâches perso, de les partager en groupe, de discuter autour de ces tâches, et aussi d'aller chercher les documents où vous mettez votre vie. C'est-à-dire qu'on travaille tous dans des documents. Vous connaissez certainement Dropbox, Google, Evernote, Box, OneDrive et d'autres, et j'en passe. Là, j'ai cité que les principaux. Mais donc, ces gens-là ont des centaines de millions d'utilisateurs et vous passez votre vie dans ces documents. Tous ici, je pense, vous travaillez sur Google Drive, sur Gmail, voilà. Et donc, ces solutions-là sont déjà des solutions de base que vous avez. Et nous, notre métier consistait à apporter une couche de collaboration et à essayer de mutualiser toutes ces sources pour faire en sorte que vous puissiez travailler ensemble, même si vous n'avez pas tous les mêmes applications préférées. On a un partenariat qui a très bien marché avec Evernote et qui nous a vraiment propulsé à l'international à l'époque, quand on s'est rencontrés sur un événement concurrent de celui-ci qui est à Paris, que vous connaissez bien. Phil Lebin a trouvé ça génial, ce qu'on faisait. Il nous a dit bah, viens avec nous en Californie, on va développer, on est en train de lancer Evernote for Business, on voudrait le lancer avec Azendoo. Donc on était une des 7 applications partenaires au lancement, la seule européenne. Et ça nous a lancé à l'international, puisque eux, ils ont fait une campagne de presse autour de nous. Et voilà, on a dépensé les dollars de nos partenaires, ce qui était très bien. Par contre, ça peut vous tirer vers des chemins qui ne sont pas forcément ceux que vous aviez dans votre vision initiale. Donc attention de bien choisir vos partenaires. Ces partenaires doivent, de mon point de vue, vous apporter de la valeur à votre produit, et pas que à l'inverse, doivent vous apporter un marché, doivent vous apporter de la traction, et si possible des dollars. Voilà. Si vous avez des gens qui viennent juste vous voir en disant « Bonjour, je peux revendre votre produit, c'est génial », là, vous êtes attiré dans des coins qui vont être... Vous allez former des gens qui ne vont pas être fidèles à votre business plan et qui vont juste être des vampires. Donc attention, quand vous prenez des partenaires, ça peut être vu comme un défocus, donc bien peser le pour et le contre. Nous, on est allé chercher des marchés qu'on n'arrivait pas à atteindre avec les peu de moyens qu'on avait, et ça nous a bien réussi. Mais je pense qu'il faut faire très attention de choisir ces partenaires. Alors ça, je ne sais pas si c'est un classique ou pas, mais on a fait la bêtise de développer notre propre système de paiement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on vendait déjà sur quelques pays et il n'y avait pas de... Enfin, Stripe ou les autres, je sais qu'il y a Stripe est là aujourd'hui, mais on n'avait pas encore toutes ces solutions de paiement flexibles, faciles à intégrer, ni qui correspondaient en fait à la façon dont nous, on vendait le produit. On ne vendait pas en user, on avait des plans. Enfin, c'était un peu complexe. Et on n'avait pas trouvé chaussure à notre pied. Et on a juste fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire décider d'allouer une partie de notre dev à développer un système qui correspondrait à notre besoin. Et bien sûr, quand on a fait du paiement, on commence à faire du couponing. Quand on a fait du couponing, on va plus loin. Et nos besoins évoluent. Et nous, on a juste du temps de développement qui est alloué à quelque chose qui n'est pas cœur business, qu'on aurait dû mettre qu'on aurait juste dû pas faire et qu'on aurait dû garder sur produire de la valeur dans Azendoo et pas la produire ailleurs. In fine, ce système de paiement aujourd'hui travaille en parallèle d'un autre et on est en train de le tuer. Ça nous a coûté à peu près, je pense, 2 années
de développement et c'est une très très grosse connerie. Voilà. Donc ne le faites pas, ne le faites surtout pas. Voilà. J'arrive à la fin de ma présentation. Bien sûr, le plus important dans tout ce que vous allez faire, c'est votre équipe. J'en ai parlé un petit peu au début en termes de founders, mais votre équipe, c'est, en tant que fondateur et que CEO, notre métier à nous consiste à s'assurer que l'équipe qu'on a mis en place, ce sont les bonnes personnes pour exécuter la vision qu'on a. Et donc, c'est juste essentiel. On doit passer un temps fou à comprendre ce qui va pas, à recruter, à faire en sorte que ces gens-là se sentent bien avec notre projet. Et je pense que surtout quand vous êtes sur une étape early stage comme nous, c'est-à-dire plutôt sur ce qu'on appelle du seed, vous devez recruter presque des gens qui sont des entrepreneurs en puissance, des gens qui adhèrent à votre énergie, qui adhèrent à votre projet et qui sont prêts à s'arracher pour ça. Ce n'est pas toujours le cas, on a fait des erreurs de recrutement, on a fait venir des gens qui étaient juste en décalage complet avec l'énergie qu'on souhaitait et avec même les connaissances qu'ils étaient censés avoir. Et ça s'est très mal passé, mais ça va assez vite. Donc heureusement, nous, on avait 15 ans d'expérience avant Zendoo. On savait dire à des gens de partir. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et de toute façon, vous aurez besoin de votre équipe pour exécuter votre vision. Et ce sont eux qui font le travail au jour le jour. Donc faites très attention de recruter les bonnes personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait beaucoup de bêtises, mais il y en a une qu'on a su ne pas faire, c'est savoir s'entourer. On a juste une équipe de folie et je les remercie. C'est ce qui fait qu'on est encore là, je pense, aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'on a fait beaucoup de conneries. Ce qui nous a permis de passer à travers tout ça, c'est eux qui ont fait ce qu'il fallait derrière, et nous, notre commitment à cette équipe pour durer et pour faire en sorte que le projet avance. On aurait pu mourir 15 fois. Une fois, on est passé très proche, et on est encore là, et je pense qu'on va vous annoncer des bonnes nouvelles dès le mois prochain. Voilà. J'en ai fini, je crois, avec ma présentation. Et si vous avez quelques questions, je suis prêt à les prendre. J'ai payé personne, hein, donc vous pouvez proposer la première. C'est trop intimidant de faire des erreurs ou personne n'en fait? Je vous apporte un micro. Oui, du coup, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir d'Azendoo? Est-ce que vous voyez aussi arriver aux États-Unis de manière plus forte? Comment vous voyez l'expansion un peu? Alors les États-Unis, c'est aujourd'hui notre principal marché. Quand je dis qu'on a vendu dans 70 pays, en fait, un tiers de nos utilisateurs sont en France, un tiers aux États-Unis et un tiers ailleurs. Et quand on regarde la traction, c'est-à-dire l'évolution des ventes et du marché, aujourd'hui, on vend 75% en dollars. Donc clairement, nous, on sait que le marché américain, c'est le plus gros marché pour ce domaine-là. On a un bureau aux États-Unis, on a une banque aux États-Unis, on a tout ce qu'il faut aux États-Unis, sauf que ça coûte très très cher d'aller aux États-Unis. Le modèle le plus classique pour une société comme la nôtre, qui est née en France, c'est de garder la partie R&D technique chez nous, parce qu'ils sont bons, ils sont clairement moins chers qu'aux États-Unis, et en plus à Bordeaux, c'est juste un endroit qui est relativement agréable pour travailler. Et de monter une équipe plus marketing et vente sur la plaque américaine. Nous, tous nos partenaires sont aux États-Unis, donc on y est régulièrement, mais on n'a pas encore fait le pas de se placer aux États-Unis. Je pense que le plan va être assez classiquement aussi. Nous, on clôt un tour très bientôt là, et d'exécuter sur la base de ce qu'on vient de lever et de se préparer à une série A qui là sera probablement faite depuis les États-Unis. On a déjà des marques d'intérêt parce qu'il y aura des très belles boîtes qui ont fait des très belles licornes récemment aux États-Unis, et que donc ça a un peu excité le marché autour de ces domaines-là. Slack, par exemple, a complètement préempté le marché des startups.
Bon, il y a 99% du marché ailleurs qui n'est pas une start-up et qui est prêt à prendre. Donc il y a clairement des intérêts autour de ça. Nous, notre marché aujourd'hui, à Zendoo, il n'est pas... on a des start-up, bien sûr, on en a plein, mais on va parler à des métiers qui ne sont pas forcément aussi geeks que Slack. Et donc, il y a beaucoup d'argent à prendre et beaucoup d'opportunités également autour de ces marchés-là. Voilà, donc oui, les États-Unis, c'est très important. Oui, on y va. Mais quand on ira vraiment avec des moyens. Et puis, on ne veut pas faire les choses à moitié parce qu'on peut vite cramer de l'argent là-bas qui serait plus utile sur l'étape de développement dans laquelle on est. Alors, moi, j'ai une petite question. Du coup, je suis juste derrière toi. Ah, ici. pardon. Oui, c'était pas attendu. Excuse-moi. Non, alors, donc tu es à Bordeaux, en fait, aujourd'hui. Ma première question, c'est pourquoi pas à Nantes? Bon, enfin, celle-là, tu l'oublies. Non, la vraie question que j'ai, c'est l'écosystème bordelais a été labellisé French Tech, comme Nantes. Qu'est-ce que tu ressens de ce que le label il a pu amener en fait sur la ville, et globalement l'écosystème bordelais aujourd'hui, il vit comment? La French Tech, c'est bien, mais c'est pas forcément qu'une bonne nouvelle pour tout le monde. Enfin, c'est pas. On t'écoute. Je veux dire par là que c'est presque une poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que tous les beaucoup d'entrepreneurs qui lisent les journaux se disent c'est génial, maintenant il y a de l'argent, on va pouvoir aller chercher de l'argent à la French Tech. C'est pas le cas. Je veux dire, c'est pas comme ça que c'est structuré. Donc ça, c'est le côté négatif, c'est que ça crée une impression tout de suite d'abondance du fait qu'on peut tout faire. C'est génial, mais ça peut être vite déçu. Par contre, ce qui a bien marché, c'est que ça a, pour une fois, et pour la première fois à Bordeaux, fédéré un écosystème autour d'un projet. Ce qui n'existait pas du tout. Enfin, ça existait, mais c'était un peu embryonnaire. On s'est retrouvés tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé derrière cette bannière, et ça nous a permis de rencontrer des gens qui étaient pas très loin de nous et qu'on ne voyait jamais. Et je pense que c'est un petit peu un mal français de vouloir toujours faire des partenariats ou des choses avec des grosses boîtes bien connues aux États-Unis, alors qu'on a certainement des choses très belles à faire à 500 mètres ou 1 kilomètre de nous. Voilà. Donc le label French Tech, nous on était complètement impliqués dans le montage du dossier, donc on assume tout. Mais il faut faire attention de bien savoir ce que ça représente pour les écosystèmes, et c'est vraiment, il faut le prendre comme ça. Faut pas que chaque boîte se dise ça y est, c'est cool, il y a de l'argent. Parce que c'est un peu ce que j'ai entendu, et c'est pas le cas. C'est très clair. Discours vérité. Non, mais c'est exactement ce qu'on veut, de la transparence. Je te remercie beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Greg? Pas de questions? Si, il y en a une. Bonjour. Vous avez eu une levée de fonds assez rapide au début, mais par quels moyens? Vous avez procédé comment? Si je donne vous avez tous levé tout de suite. Non, mais est-ce que vous êtes passé par des concours? Vous avez présenté directement vos projets? Ok, je comprends. En fait, on n'a pas fait de concours en fait au début, et c'est peut-être une autre des erreurs qu'on a faites. Effectivement, on aurait dû se rendre visible sur ce biais-là plus rapidement. On a fait une levée par réseau. C'est un family office qui a investi chez nous. Ce family office est arrivé par une banque. Cette banque est arrivée par une connaissance. Et ça s'est fait assez vite parce que je pense... Enfin, ça s'est fait assez vite. C'est-à-dire que par rapport à notre projet, on a levé très vite, mais avec des gens avec des personnes qui n'étaient pas forcément aguerries au web. C'est pas un des fonds du web classique qu'on connaît en France, ni en Europe. Mais la due diligence a duré 6 mois, quoi. Enfin, je veux dire, ils se sont allés jusqu'à vérifier notre casier judiciaire. Et déjà là, on aurait dû se dire, tiens, il y a peut-être un truc. Sauf que quand vous avez, en début de projet, quand vous avez 700 000 € qui sont prêts à venir chez vous, c'est difficile de dire non. Voilà. Et avec du recul, je pense qu'on n'aurait pas dit non, mais on aurait défendu notre pacte bien différemment. Ouais. À l'époque, lever de l'argent sur un business B2B avec une équipe qui n'avait aucune compétence de développement, effectivement, ça faisait peur au fond classique du web, effectivement. Et pour la deuxième levée, on a maintenant des métriques, on a une traction, on a des ventes, on a plein de choses. Et on a été en fait, tiré vers deux côtés qui étaient complètement incompatibles. C'est-à-dire on était sollicité par des fonds américains et des fonds anglo-saxons qui nous demandaient surtout pas vendre, mais d'avoir 1 million d'utilisateurs. Et on discutait également avec des fonds français
qui eux nous demandaient surtout de pas cramer d'argent sans faire de vente et plutôt d'investir sur notre capacité à faire des ventes. Et on s'est retrouvé en fait coincé entre ces deux notions pendant 6 mois et c'était très inconfortable. Parce qu'un fonds américain, quand il est bien connu et qui vient vous voir et qui vous dit « nous, ça nous intéresse bah, », c'est quand même plus sexy. Et en fait ça vous tire, vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas faire à la fois de l'acquisition sur un modèle gratuit et des ventes sur un modèle où les fonds français ne financent que ça. Voilà. Eh bien Greg, je vois qu'il restait Parfait. 1 seconde, très exactement. Bravo pour ce respect du timing. Merci. C'est un vrai plaisir de partager, Plaisir partagé. ton expérience. À bientôt. Et je te remercie.